Cette vidéo est à lire en mode paysage. A few moments later. Ah, j'aime bien cette odeur. T'aimes bien cette odeur? Allez, venez les filles. Non, par contre, tu restes avec nous. Hein. Donne la main. T'es parti loin. Il a commencé à parler. Il y a des flèches. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je rigole, il n'y a pas de tremblement de terre. Hop. Vous allez voir un petit chemin à faire là quand même, messieurs, dames, déterminant pour la suite de la visite. À votre droite, les escaliers. Là, mais une centaine de marches quand même à grimper. Faut un peu le souffle, mais c'est partie de l'aventure. Pour ceux qui les redoutent et qui ont des problèmes pour marcher, j'ai un ascenseur. Moi, je n'en sais pas. Escalier, escalier, escalier. On prend l'escalier. Déjà là? Ouais, alors on prend l'escalier, 100 mètres à marcher, allez. Pas les marches quand même. Allez, on prend le chemin le plus dur, les marches, allez. Cette petite lumière. Par contre, le mec qui tombe, franchement, c'est qu'il y a lui. Il a pas de chance pour lui. Et si en fait c'est moi qui va tomber? Attends, on y va arriver. C'est vrai? Ça c'est une centaine de marches. J'ai l'impression que ça en fait que 10. Oh, il y a de l'eau sur les côtés. Wow, ça commence à devenir humide. Ça y est, on est arrivé. Ouais, je sens. Oh, Celui qui glisse là, il a. putain. Ah, c'est humide sur les rampes. Oh, maman, je me suis pris une goutte d'eau. Oui, bah regarde les marches. Waouh. Oh. Ça permet de faire des choses assez intéressantes. Si le bruit du train ne fait pas s'effondrer un caillou d'eau, c'est pas un chanteur qui devrait endommager quoi que ce soit. Un volume aussi grand, ça n'a évidemment pas été creusé par nous les hommes, mais par une force autrement plus puissante. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qui a bien pu creuser tout ça? L'eau. L'eau, évidemment. On est, merci monsieur, dans une ancienne nappe phréatique. Il y a 3 millions d'années, la Dordogne elle est beaucoup plus haute que son niveau actuel. Elle est à peu près d'ailleurs à notre niveau, puisque nous sommes, vous avez remarqué, montés depuis tout à l'heure. Et Regardez, c'est humide sur le plafond. un bras de la Dordogne complètement immergé et le passage de l'eau a permis de creuser tous les espaces dans lesquels on va se promener aujourd'hui. Maintenant que la Dordogne est redescendue, ben, l'eau qui se trouvait là l'a accompagnée. Mais il va en rester encore un peu. On l'entend tomber là, notamment de l'eau de pluie qui s'infiltre à travers la 100 mètres de roches calcaires qui se trouvent au-dessus de vos têtes, des fragments de calcaire qui sont récupérés par nos petites gouttes d'eau et qui sont redéposés sous la forme de stalactites. Toutes les concrétions que vous allez voir, c'est l'eau de pluie qui les crée, maintenant qu'on a un espace vide.
On va emprunter alors. Ah, j'entends des braillements en bas. Ceux qui sont arrivés il y a plus d'une demi-heure tout à l'heure, on peut voir un groupe d'enfants de quarantaine de mômes très braillants qui vont remonter. Ils font beaucoup de bruit. Donc on va essayer de s'insérer et de passer à côté. Trop dérangé. Ils doivent être en CM1. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? T'es mal les mômes. T'es mal les mômes là-bas. T'es mal les gamins. On prendra après. Ça va les mômes. Oh, putain, ça me fout. Je vous ai vu prendre des photos. Vous avez le droit. Essayez de ne pas utiliser le flash par contre. Dans des espaces sombres comme ça, c'est jamais agréable d'avoir des lueurs intempestives. Voilà. Puis l'éclairage, vous allez voir, il est bien en valeur, tout ce qui est intéressant à montrer et à voir ici. C'est de l'eau. Deuxième chose, l'humidité. De l'eau, ça. Avec un taux de 95%, les marches parfois elles peuvent être glissantes. Soyez prudents quand même, on a tendance à avoir le nez en l'air, mais regardez où vous mettez les pieds. Une dernière chose, pour ceux qui sont comme moi, font plus d'1m80, vous verrez que les plafonds, des fois, c'est bas. Baissez-vous. J'ai 0 barre en dessous, on va pas se mentir. T'es coincé ici, tu en sors plus, on va pas se mentir. Voilà, on descend. Oulala. Ah oui, le plafond. C'est super beau, les gars. Oh, là, c'est de l'eau, je précise. Ce que vous voyez en miroir, c'est de l'eau. Théma, j'ai juste envie de toucher là. Maman, elle est potable l'eau? Je sais pas si l'eau elle est là ou elle est tout en bas. C'est super beau, on va pas se mentir. Je vais même prendre une petite photo entre nous. Super beau. Super beau, je sais. C'est magnifique. C'est étonnant hein, ce que l'eau peut arriver à créer quand même. Vous pouvez le voir là, sous vos yeux, le passage de l'eau, cette compression qui brille là. On a un écoulement qui se fait en permanence et donc on a du dépôt de calcaire qui est en train de se faire sous vos yeux. Là, elle grandit. Mais elle grandit et on est sur des échelles de à peine quelques millimètres par siècle. On est sur des échelles extrêmement lentes, c'est des petits fragments qui se déposent les uns sur les autres. Le calcaire, sa couleur naturelle, c'est le blanc. Ça, vous le voyez sur toutes les maisons qu'on a en surface, que des petites maisons en pierre blanche dans notre département. Donc, on voit quand le calcaire vient de se déposer, il va être extrêmement blanc. Et sur les parois les plus sèches, où l'eau ne circule pas, on va avoir des teintes rouge-orangées de la matière organique, de la terre dans nos sols, très riche en argile. Dans l'argile, il y a de l'oxyde de fer. Le fer, ça rouille. C'est ce qui vient donner ces couleurs un petit peu rougeâtres partout. L'eau en soi peut nettoyer une partie de la matière organique et déposer du calcaire frais par-dessus quand elle ne le fasse pas. On voit que c'est tout de suite très très rouge. Une diversité de couleurs, déjà. Diversité de formes aussi. Moi, des fois, cet espace, je l'appelle un peu mon aquarium de pierre. Vous voyez qu'il y a des méduses sur le côté, des mâchoires aux dents assez terribles. Et une créature qu'on aime beaucoup, qu'on appelle la tarasque. Une créature, si certains d'entre vous viennent de la ville de Tarascon, vous avez peut-être entendu parler, c'est une créature mythologique du folklore provençal. Elle est décrite dans les livres comme ayant une tête de crocodile à l'avant. Vous voyez le crocodile avec ses deux petites pattes sur le côté. Et le corps composé d'une carapace de tortue à l'arrière. On le retrouve assez bien, vous verrez qu'après je l'ai donné, avec beaucoup d'imagination comme ça, on peut arriver à voir plein de choses. Alors là, surtout des stalactites, évidemment, celles qui tombent pendues au plafond, puisque les gouttes d'eau ensuite tombent directement dans l'eau, on n'a pas de stalagmites, pas de structure qui monte, mais avec des sols plus stables, on va en avoir dans un instant, et en avançant, vous en voyez déjà une première ici. C'est là la stalagmite, c'est le truc. Voilà. Ça c'est de l'eau. Maman, on dirait une mini. C'est pas une grotte, c'est de l'eau. C'est juste le reflet de l'eau. Ça aussi, c'est juste le reflet de l'eau, c'est pas une grotte. Hop, hop, hop. Hop. Là, les plafonds, juste de ce côté-là, dans la corniche, magnifique. Vous avez des formes arrondies là, lisses. Ah ouais, c'est super beau. Wow. Les stalactites, les stalagmites, je sais pas. Vous voyez qu'il y a de sacrés paquets d'argile dans nos sols.
Ça provient aussi en partie du décaissement qui a été fait pour aménager. Hein. Forcément, on a décaissé un petit peu au niveau du sol. Ils ne se sont pas amusés à transporter non plus des tonnes de terre jusqu'à l'extérieur. Il y en a une partie qui est restée ici. Regardez la finesse des plafonds. Vous en avez vu certaines là dans la toute petite partie avec les effets miroirs il y a quelques mètres. Ces toutes petites stalactites, toutes fines, toutes blanches, on les appelle des fistuleuses en fait. C'est une stalactite encore très jeune qui, comme un tube, est creux à l'intérieur. La petite goutte d'eau qui amène le calcaire, elle passe dedans. Ce calcaire va venir s'accrocher au bout avant que la goutte ne tombe. Et au bout d'un moment, un trop-plein de calcaire va boucher nos fistuleuses toutes fines. L'eau va commencer à passer sur l'extérieur de la concrétion et elle s'élargit devenant une vraie stalactite, mais dans un second temps seulement. Et puis, cette goutte d'eau qui est tombée sur le sol, elle a accéléré, elle a pris de la vitesse dans sa descente, et arrivée au sol, elle va éclabousser le reste du calcaire qu'elle contient, mais sur une surface beaucoup plus large que ce qu'elle n'a accroché au niveau du plafond. C'est pourquoi les stalagmites que vous voyez au sol sont toujours plus larges que les stalactites, parce que là, le calcaire va s'étaler sur une surface plus importante. Une autre concrétion que vous allez beaucoup voir dans les grottes de la cave, elle est magnifique, on a la chance d'en avoir plein, c'est celle que vous avez là. Regardez-la descendre, vous en avez peut-être déjà vu. On les appelle des draperies. Elles portent assez bien leur nom, hein, vous voyez vite pourquoi. Cette draperie, notre goutte d'eau finalement ne va pas tomber directement à la verticale pour déposer son calcaire comme sur une stalactite classique ici. Elle va plutôt, par capillarité, rester accrochée au plafond. Et elle glisse, et son calcaire va s'étaler comme ça. Et au fur et à mesure, la goutte d'eau suivante en étalera aussi, et la suivante, et la suivante. Et tout ça, après un travail de plusieurs milliers d'années, toujours, je le rappelle, va allonger cette compression, un travail assez délicat, assez fin. On voit même la lumière de derrière qui vient la traverser, la rendre orangée un petit peu. Et c'est même pas la plus spectaculaire. En avançant, vous en verrez sur votre droite, juste après. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi la giga... C'est une stalactite ou une stalagmite? Stalagmite, c'est quand ça monte vers le haut, ça? Non, tu vois que... Ok, moi, vous saurez. Wow. Regardez bien le plafond une fois que vous arrivez ici, juste dans le creux. Je fais tourner mon téléphone, je suis mort. C'est trop stylé. T'es mal, c'est trempé. Tu me tires. C'est trempé. Trempé de partout. C'est moi qui m'ai tombé dessus. C'est de l'eau. Il y a de l'eau qui tombe. Je sais pas si tu savais. Ici, à cet endroit-là, une fissure. En vous avançant, ceux qui sont là verrez que la roche, elle est découpée à ce niveau-là. Une faille, une fissure, une faille si tu veux, ça marche aussi. Cette faille d'ailleurs continue sur la petite colline de l'autre côté et vient même scinder la colonne tout au fond là-bas, très large. Une fissure qui témoigne en fait des dernières activités sismiques de la région. L'activité des volcans d'Auvergne. Il y a 5000 ans quand même. Hein. Maintenant les volcans d'Auvergne sont éteints et c'est pour ça que cette région ne subit plus aucun tremblement de terre. Mais il y a 5000 ans, ça bougeait encore et les dernières fissures que vous voyez autour de vous datent de cette époque-là. Les derniers éboulements de roches dans les plus gros volumes aussi. Mais ça nous rappelle surtout que sans tremblement de terre, on ne peut même pas marcher là à l'origine. Tout le calcaire que vous avez autour de vous, il y a 100 millions d'années, c'est un bloc compact, sans trou, au fond de l'océan. Vous avez autour de vous ce qu'on appelle une roche sédimentaire. Elle s'est formée au fond d'une mer chaude par accumulation de coquillages, fossiles d'animaux marins, minéraux en tout genre, qui pendant 100 millions d'années sont venus se superposer pour former les 200 mètres de blocs calcaires qu'on a autour de nous. Mais au début, c'est vraiment qu'un bloc compact. La mer s'est retirée il y a environ 100 millions d'années et il a fallu des grosses secousses sismiques pour commencer à percer ce calcaire. Ça, c'est le rôle de l'Espagne, qui il y a 65 millions d'années vient percuter le continent européen. Les Pyrénées s'élèvent. Ça va secouer sévèrement la région
et fissurer notre bloc, des petites diaclases, des fissures toutes fines dans lesquelles l'eau va commencer à s'infiltrer et pendant des millions d'années, n'aura de cesse de creuser jusqu'à ce qu'elle parte d'ici il y a à peu près 1,5 million d'années et nous laisse ces espaces vides dans lesquels on marche. Mais vous arpentez là une ancienne toute petite fissure de ce choc France-Espagne d'il y a 65 millions d'années quand même. On est sur des échelles de temps comme ça qui sont toujours, vous verrez, assez impressionnantes. Maintenant, la nature tâche de remplir ce vide qu'elle a créé en formant ces méduses, orgues, glaces fondantes à vous voir. Je vous laisse votre imagination courir. Est-ce que tout va bien? Ça va? Pas de questions? Alors, c'est pas les dinosaures. Non, les dinosaures, ils étaient là. C'est flash. Il faut qu'il éteigne ses flashs. Oh putain. J'ai pris une goutte d'eau. Il y a encore. Que si on... Il y a encore le moment. Ça veut dire que si... C'est des terreurs même pour le guide. Plonger, dedans, en fait, on serait dans... C'est la mascotte. C'est une mascotte. Par contre, ils sont moins nombreux qu'à l'aller. Un taux de perte assez important. Qu'est-ce qu'il faut à côté de perte? Ah, il y a une odeur bizarre, hein. Hop. Il y a une odeur bizarre. Au-dessus, vous allez vite voir l'éboulement qui a eu lieu pour rejoindre ces deux espaces. Le voilà. Ah, c'est mieux. On avait un espace aussi qui était extrêmement alimenté en eau, ce qui n'est plus du tout le cas. Ça, vous allez le voir, à cette tête de crocodile énorme, une stalactite de plus de 3 mètres de long, qui est complètement sèche, ça on le devine à sa couleur rouge, mais il reste un mince filin d'eau qui doit passer toutefois. Regardez, il y a une petite stalactite blanche qui se trouve au bout. Donc il reste un petit peu d'eau qui circule, mais beaucoup moins qu'à une époque où toute la cascade rouge que vous avez en face de vous, on avait aussi un ruissellement et du calcaire qui se déposait, sauf que maintenant, faute d'eau, la matière organique est venue le recouvrir et on a cette argile qui prend le pas. Une magnifique juste là, on les appelle des colonnes. C'est ce qui se passe quand une stalactite rejoint la stalagmite qui se trouve juste en dessous. Vous en avez 3 petites tout là-haut que vous avez passées, toutes blanches, et une qui est magistrale ici, alors pour plusieurs raisons déjà, parce que c'est une colonne de taille assez importante, par les draperies enroulées sur le côté. Vous avez vu sur le côté ces petites draperies là qui s'enroulent, qui sont absolument magnifiques. Et aussi pour une autre concrétion dont je n'ai pas encore parlé, une excentrique. Les excentriques, ce sont celles qui partent un petit peu en diagonale. Et vous en avez sur la patte d'araignée qui est là. Cette grosse patte d'araignée, on a une excentrique en diagonale. Ça tient de la fissure dans la roche. La fissure va amener l'eau de biais. Et comme quand vous ouvrez le robinet un peu fort et que vous avez l'eau qui jaillit, à une époque on avait beaucoup plus d'eau qui arrivait ici. L'eau jaillit en biais et le calcaire se dépose en diagonale. Puis à une autre époque, là, cette source d'eau, cet approvisionnement s'est un peu tari, on a moins d'eau qui circule et on retrouve une verticale, une stalactite plus classique au bout. De nos jours, il y a tellement plus d'eau qui circule dessus que les gouttes ont tendance à y stagner et du coup le calcaire se fossilise sur place, ce qui donne ces petits poils, ces petites excentriques qui poussent sur la concrétion elle-même. Et le nom de la grotte des amis s'appelle la grotte de la cave. Voilà.
Pour tous mes amis qui regardent cette vidéo, voilà, je suis parti ici pendant les vacances, d'accord? Par contre, RIP mon espace de stockage. Hein. Oh, t'as mis la statique là. Trop stylé. Monsieur, est-ce qu'il y a des insectes à cette profondeur ou pas? Alors, on n'a pas d'insectes. C'est une bonne question. La présence d'animaux ici, on vient de me demander. Je pense que ça peut en intéresser d'autres. Vous ne trouverez dans les grottes de la cave ni plantes, ni insectes, ni crevettes, écrevisses, ni escargots, cavernicoles, aucune espèce, rien du tout. Puisque cette grotte, en fait, mis à part le tunnel qui a été creusé pour y accéder, on est dans un espace qui est complètement hermétique. Mis à part les fissures qui laissent passer les particules d'eau ou d'air, on n'a aucune vie qui n'a jamais pu pénétrer ici avant que cette grotte ne soit découverte et même ouverte en 1905. Ce qui soulève une autre question. Merci beaucoup, madame. Par où on est passé à l'origine et pourquoi? Comment la découverte de cette grotte, en fait? T'as une idée? C'est en creusant. Ben, t'as raison. En soi, c'est en creusant le tunnel qui n'avait pas vocation à arriver ici à l'origine qu'ils sont tombés par hasard sur les grottes de la cave. Au début, ce tunnel, il devait rejoindre une autre grotte, l'Ix-Saint-Sol, un gouffre de 80 mètres de profondeur à quelques centaines de mètres d'ici, mais qui ne fait que 3 mètres de large. Autant vous dire que pour aller à l'Ix-Saint-Sol, c'est avec des cordes en spéléologie, c'est compliqué. Il a voulu, Armand Viré, l'explorateur de ces lieux, aménager un tunnel qui mènerait plus facilement à l'Ix-Saint-Sol. Sauf que on n'a pas des instruments aussi précis à l'époque qu'aujourd'hui, et le tunnel qu'il voulait construire, il est dévié un peu trop à gauche par rapport à ce qu'il aurait dû être pour arriver à l'Ix-Saint-Sol, ce qui l'a fait déboucher par hasard dans les grottes de la cave en 1905. Il n'atteindra en fait jamais l'Ix-Saint-Sol qui se visite toujours qu'en spéléologie. Mais voilà, comme beaucoup de grandes découvertes du XXe siècle, les grottes de la cave, normalement on n'est pas censé y arriver. Du tout. On le remercie quand même. C'est d'ailleurs Armand Viré, l'explorateur, qui a demandé à creuser le tunnel qui se trouve derrière moi. Vous verrez qu'on est sur quelque chose de très régulier, un creusement à nouveau artificiel. En fait, Armand Viré, pour trouver des grottes à l'époque, il se baladait en surface comme les sourciers, avec une baguette de noisetier, et il cherchait de l'eau. Et c'est en détectant la présence d'eau dans les salles suivantes qu'il a demandé à allonger et à creuser cette partie-là. On va tout de suite aller découvrir ce qu'il y a lui découvert. Mais préparez-vous parce que la salle suivante, elle est plongée dans une quasi-obscurité. Vous comprendrez vite pourquoi. Yes, c'est parti. Les parties qui sont moins accueillantes, hein, vous voyez, ces parties toutes grillagées, alors qui ne sont pas là pour vous protéger vous, hein, qui ne risquez rien, mais plutôt pour protéger nos bas plafonds. Vous avez peut-être pu déjà remarquer pendant la visite que dès que les parois sont un peu proches de nous avec de belles concrétions, beaucoup de stalactites ont été arrachées. Malheureusement, là, c'est assez présent. Toutes celles qui s'arrêtent un petit peu net, il faut garder à l'esprit que les premières lois qui interdisent d'arracher des concrétions au milieu souterrain, elles datent de 1980. Cette grotte, elle se visite depuis 1905. Vous savez, pendant 75 ans, par aussi ignorance, on ne savait pas à l'époque, la géologie étant une science très jeune, que ça prenait des siècles, voire des millénaires à grandir, et du coup les gens repartaient avec un souvenir, paf, 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 voilà. Donc on en a perdu plein, surtout sur les bas plafonds, et c'est pourquoi la présence de ces grilles. Mais n'y faites pas attention, et vous verrez, sous vos yeux émerveillés, qu'on a énormément de petites excentriques qui partent à l'horizontale, un peu en diagonale. Parfois, certaines, vous verrez celles en passant ici, font même des demi-tours. Elles ont commencé à descendre et maintenant elles remontent. Les gouttes d'eau sont tellement légères qu'elles sont plus attirées par le plafond et la capillarité qu'exerce la roche que par la gravité elle-même. Et du coup, les gouttes d'eau remontent et le calcaire aussi. Elle va se mettre à retoucher le plafond un jour, comme celle qui est juste derrière d'ailleurs. On a une très belle draperie qui en descend. Essayez de voir là, dans le détail du plafond.
on a des myriades de petites choses très intéressantes. Je vous laisse vous engager dans ce défilé. De toute façon, ça fait un demi-tour. Hein. C'est la fin de la deuxième galerie et ça revient par là. Oh, regardez-moi ce stalactite. Stalagmite. Non, je vais pas retenir ce truc, voilà, c'est impossible. On dirait des petits cristaux. Des petits cristaux. Excusez-moi. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on continue à creuser? Eh ben, on a continué à creuser. Vous avez vu qu'il y a une galerie qui part là au loin. Alors, cette galerie, à l'origine, elle continuait naturellement, mais il y avait aussi un projet de creusement au fond pour rejoindre l'Ixinsolles, qui était la galerie d'origine, à laquelle on essayait d'accéder par ouverture horizontale. Mais, en réfléchissant un peu, on s'est rendu compte qu'en ouvrant l'Ixinsolles, on créerait une communication entre son gouffre naturel et notre tunnel à nous. Et ça viendrait créer absolument, madame, un courant d'air. Et avec de l'air qui circule ici, amène du pollen, peut-être de très légères variations de température, mais tout un tas de facteurs qui va désorganiser l'écosystème d'ici, sachant qu'on met déjà notre grain de sel. Hein. Déjà, mettre des lumières à l'intérieur, bravo. Puis en plus, on respire, on ramène des pollens de l'extérieur. Donc, déjà, l'impact humain, il est réel. À long terme, on va avoir une influence sur cet espace que nos générations ne verront peut-être pas de leurs propres yeux, mais qui est réel. Il faut garder à l'esprit quand même que les Causses du Quercy, c'est un plateau calcaire extrêmement riche en souterrain et sont aménagés pour être visités moins d'1% du réseau total. Cette grotte sera un peu de grotte témoin pour que tout un chacun puisse constater ce qui se trouve sous ses pieds. Ça, c'est intéressant quand même de la voir. Et il y a une autre chose, on estime qu'on a découvert que 8% du nombre de grottes que contient la région. C'est-à-dire qu'il y a 92% d'espace souterrain chez nous où l'homme ne mettra probablement d'ailleurs jamais un pied. Donc l'impact humain ici il est réel, mais c'est infime par rapport à l'impact qu'on va avoir sur les milieux souterrains du département. En fait, ça c'est important de le garder à l'esprit aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions pour l'instant? Ça va? Bon. Demi-tour, alors on repasse dans les parties obscures et je ne rallume pas la lumière. Tu me coupes presque le bras, l'impression qu'on me fait une prise de sang. C'est prêt pour les marches? Ah, ça c'est magnifique. Oui, là, c'est gambette. C'est gambette. Oui, je vais prendre un peu de place. La visite guidée par Sakito. Je crois que j'ai tout le monde, ça c'est bien. Avant de remonter, c'est bien de s'en assurer. C'est arrivé une seule fois. Il y a 4 personnes qui sont restées enfermées, puis comme on éteint les lumières la nuit, c'est dans les années 90, et depuis on nous demande de faire particulièrement attention. Après, vous n'êtes pas les derniers de la journée, mais c'est déjà arrivé. On les soupçonne de s'être laissés enfermer eux-mêmes. On n'aura pas fin mot de l'histoire. On va quitter les parties les plus basses de la grotte. En fait, toute l'eau qui se retrouve là,
Elle va basculer ensuite dans le trou que vous devinez. C'est la résurgence, une rivière souterraine, tout petit cours d'eau qui ressort ensuite dans la Dordogne, puisque même là on reste au-dessus du niveau de la rivière, donc tout peut descendre naturellement. Nous maintenant, on va remonter, prenez une grande respiration. C'est parti. J'ai beaucoup parlé d'Armand Viré, l'explorateur, mais on va quand même rendre hommage à ceux qui ont creusé un demi-kilomètre de tunnel pour qu'on puisse arriver ici aujourd'hui. Puisque en 1901, ont débarqué dans la région des immigrés italiens. Des immigrés italiens qui sont venus à l'origine pour construire le viaduc de Souillac. Vous avez vu à Souillac, il y a un viaduc en briques. Très bel ouvrage, on passe à la ligne ferroviaire Paris, en fait. Ils sont venus pour faire ce viaduc, ils ont été dépêchés ensuite par Armand Viré, l'explorateur, qui leur a demandé de commencer à creuser à partir de là où vous avez pris le train, en 1904. Ils ont commencé à creuser, ça leur a pris 15 mois pour débarquer jusqu'ici. Puisqu'ils creusaient à la baramine et à la pioche. À la baramine, vous faites un trou horizontal, vous mettez un explosif au fond, pas trop fort, juste assez pour fracturer la roche et pouvoir la décaisser à la pioche derrière. On avance comme ça, en se relayant jour et nuit, d'1 mètre les 24 heures. C'est un vrai travail de forçat. Maintenant, imaginez aussi que la première trace de boue qui n'est jamais pénétrée ici, finalement, comme on n'a pas de plantes, pas d'animaux et aucune autre ouverture possible, c'est un ouvrier et sa pioche. Le premier homme, la première respiration qui n'ait jamais eu lieu ici, c'est un ouvrier qui a débarqué là, dans cette pièce en fait, en parallèle d'un tunnel qu'on ne voit plus, mais qui se trouvait quelque part de ce côté-là. Il débarque et il ne voit rien du tout. Il est dans le noir complet, évidemment. Et à l'époque, on n'a même pas les lampes suffisantes pour observer à plus de 10 mètres. Ça veut dire qu'il a beau éclairer comme ça, il ne voit pas ce qu'il a autour de lui. Il n'a qu'une seule manière de comprendre qu'il est arrivé dans un endroit exceptionnel, c'est le son de sa voix. Il n'y a qu'avec l'écho qu'il prend conscience d'où il est arrivé, et là il appelle Armand Viré, et c'est Armand Viré l'explorateur qui ensuite fera toutes les explorations, mais d'abord, merci à ces 24 ouvriers italiens dépêchés qui ont creusé, pour nous permettre de visiter aujourd'hui. Et merci à vous pour votre attention, parce que c'est maintenant la fin de ma visite. Alors, je vais vous laisser au choix emprunter les escaliers qui redescendent pour aller prendre le train. Sinon, vous pouvez m'accompagner pour ceux qui ne veulent pas descendre à pied par l'ascenseur que j'actionne comme à chaque fois. Merci de votre attention en tout cas.